Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 19 octobre. Le budget rectificatif de l'État pour l'année 2023 a été adopté hier au Conseil national par un seul vote favorable, celui de la présidente de la Haute Assemblée. Nous y reviendrons dans quelques instants. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a reçu aujourd'hui Bartholomé Ier au Palais Princier. Le patriarche œcuménique de Constantinople a entamé une visite de plusieurs jours en principauté. Elle sera ponctuée par plusieurs temps forts. Puis nous irons en Arabie Saoudite où vient de se dérouler le Forum international Peace and Sport Moyen-Orient, placé sous le thème du sport, une réponse pour la paix. Ces synonymes sont nombreux selon son intensité. Bisbilles, bagarres, conflits, prise de bec, la dispute était au cœur des échanges des différents événements proposés par les rencontres philosophiques de Monaco. Nous aborderons ce sujet avec le sociologue Philippe Corcuff. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses d'une exposition qui se prépare actuellement à Dolce Acqua en Italie, en collaboration avec le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Mais avant de développer ces titres, cette information de dernière minute, le département des Alpes-Maritimes et Monaco ont été placés en vigilance rouge, pluie, inondation. Des épisodes de fortes pluies sont attendus entre 4h et 10h vendredi matin. Au regard de cette situation et par mesure de précaution, le gouvernement princier a fait savoir que tous les établissements scolaires et les crèches de la principauté seront fermés ce vendredi toute la journée. L'ouverture de la foire attraction est également reportée. Les parcs, marchés et autres activités en plein air sont également concernés par ces mesures de précaution. L'examen du budget rectificatif de l'État pour 2023 s'est achevé hier au Conseil national. Le vote final a conduit à l'adoption de ce budget par un seul vote favorable. Sur les 23 conseillers présents, 22 se sont abstenus pour marquer leur mécontentement. Le seul vote favorable est venu de la présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès. Monsieur le ministre, je voulais vous dire combien l'heure est grave aujourd'hui. Personnellement, cela fait de nombreuses années, vous le savez, que je suis en politique comme certains de mes collègues ce soir. Cette situation est importante. Vous devez mesurer la volonté de l'ensemble de l'Assemblée pour avancer. Alors je vous demande, monsieur le ministre, solennellement, au nom de l'ensemble des élus, de repartir du bon pied. L'un des principaux points d'achoppement a été l'annonce par le gouvernement que le projet de restructuration du centre commercial de Fontvieille allait être revu, une information que les conseillers nationaux ont appris sur le siège. En réponse au vote et aux différentes critiques formulées, le ministre d'État a rappelé quant à lui que ce projet n'était pas abandonné et qu'il estimait que gouvernement et Conseil national avaient bien travaillé ensemble et peuvent encore bien travailler ensemble, rappelant qu'il était ouvert au dialogue. Je retiens donc que ce budget rectificatif est approuvé, dans des conditions certes particulières, mais il est approuvé, ce qui est une bonne chose pour la principauté au regard de l'impact qu'aurait pu avoir une absence de vote. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui forcément soulèvent de ma part un certain nombre d'interrogations. Je suis jamais trop satisfait quand j'ai l'impression que ce que nous disons est un petit peu caricaturé. Parce que je n'ai jamais dit, par exemple, que vous étiez une quantité négligeable. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, notre volonté d'agir dans le bien de la principauté, dans l'intérêt supérieur de la principauté, elle est totale. Le gouvernement et le Conseil national vont maintenant travailler sur le prochain budget primitif de l'État, dont l'examen interviendra au mois de décembre. L'actualité en principauté, c'est également la visite de Bartholomé Ier. Le patriarche œcuménique de Constantinople a entamé une visite de plusieurs jours en principauté. Il a été reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais Princier où il s'est longuement entretenu avec le prince Albert II dans le salon de famille. Les deux hommes partagent les mêmes valeurs, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement. Bartholomé Ier est même surnommé le patriarche vert. Il avait par exemple lancé un appel des consciences pour le climat quelques mois avant la COP21 à Paris en 2015. La visite de Bartholomé Ier s'est poursuivie à la résidence du ministre d'État, en présence notamment
de Pierre Dartout et d'autres membres du gouvernement princier, comme vous pouvez le voir à l'écran, et du prince Albert II. Ce n'est pas la première fois que le patriarche orthodoxe est accueilli en principauté. Il avait notamment reçu à Monaco le prix de la Fondation Cardinal Paul Poupart en 2010. Nous reviendrons dans notre édition de demain sur les autres temps forts qui ont rythmé la visite de Bartholomé Ier en principauté. Direction l'Arabie Saoudite à présent, où s'est ouvert mercredi le forum Peace and Sport Moyen-Orient. Cette région du monde est particulièrement touchée par les conflits. Le message que véhicule l'organisation monégasque depuis plusieurs années est plus que jamais d'actualité. Le reportage à Riyad de Yannick de Bever et Sylvain Péroumal. C'est une première. Jamais le prince souverain n'était venu en visite sur le sol saoudien. À l'occasion du Middle East Forum co-organisé par Peace and Sport et l'Arabie Saoudite, le prince Albert II est venu apporter son soutien au développement du royaume qui a fait du sport la pierre angulaire de son développement. C'est un pays vraiment qui donne l'exemple de ce que l'on peut faire, de se servir du sport comme meilleur moyen d'émancipation, mais aussi de cohésion sociale. Et je crois que c'est ça le grand message, c'est ce que Peace and Sport essaye de faire, essaie de promouvoir depuis des années, non seulement dans les pays qui sont en conflit ou qui sont en post-conflit, mais qui ont des problèmes sociaux énormes. Et donc c'est un bel exemple et je crois que ça peut servir pour d'autres pays et pour d'autres régions du monde. Sous le thème « Le sport, une réponse pour la paix », une série de conférences s'est déroulée parmi elles « Évolution en chiffres de la pratique sportive chez les jeunes saoudiens », à la place de plus en plus importante des jeunes filles sur les terrains, le modèle économique de la Saudi Pro League ou encore les ambitions futures. Au-delà de l'aspect soft power que le sport peut apporter au royaume saoudien, la présence de Peace and Sport dans le Moyen-Orient vient appuyer un enjeu majeur pour l'avenir de cette partie du monde, se servir de l'universalité du sport pour construire un esprit collectif. L'actualité aujourd'hui, enfin quelle coïncidence, je veux dire, c'est fou et c'est le moment idéal pour vraiment mettre en avant la pratique sportive où des valeurs sont mises en avant comme le partage, comme le respect d'autrui, comme l'inclusion sociale, comme le respect de la culture d'autrui. Le forum s'est terminé par les Peace and Sport Awards entrecoupés par des entretiens avec Didier Drogba et Sadio Mané, deux footballeurs très engagés socialement. La dernière image, c'est évidemment la promotion de la campagne White Card par tous les champions de la paix présents à Riyad et qui trouvera sans doute un écho mondial. La campagne White Card qui sensibilise le monde entier à la paix par le sport chaque année. Un 6 avril, la jeune génération est assurément sensible au message porté par Peace and Sport. Elle est également très concernée par la vie de la principauté, à l'image de ces lycéens qui ont décidé de s'engager dans le Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Ce CESE permet aux élèves des établissements monégasques de faire entendre leur voix dans le débat public. Tout au long de l'année, ils vont travailler sur des projets qui seront ensuite transmis aux autorités monégasques. Émilie Flamin et Arnaud Humbert ont assisté à la séance d'installation de la 17e édition du CESE des jeunes. Ils sont 33 jeunes, 4 groupes de 3 lycées différents et en mai, ils devront présenter 4 projets. Et si certains ont déjà plus ou moins leurs idées, alors notre projet pour cette année, le CESE des jeunes, ça va être de créer une application essentiellement destinée aux jeunes de la principauté. D'autres sont en train de se creuser la tête. On a quelques pistes de réflexion. Alors une, c'est de permettre aux lycéens de passer le code de la route, du coup le certificat, au lycée en continuité de l'ASSR qu'on fait déjà depuis le primaire, il me semble. Et leurs vœux ne sont pas des simples projets, puisqu'ils seront peut-être sélectionnés pour être réalisés au cœur de la principauté. Mais là, vraiment, d'avoir la chance de pouvoir participer à ces lois qu'on pourra voir apparaître dans le journal, ça constitue vraiment finalement une implication qui est, selon moi, pertinente et qui reflète une implication aussi des jeunes qui est très importante actuellement. On a l'opportunité en fait de parler, d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer aussi des volontés qu'on voudrait et qu'est-ce qu'on souhaiterait pour notre future vie civile. Durant leurs recherches, ils seront accompagnés par leurs professeurs, mais aussi par les 36 membres du Conseil économique, social et environnemental. Ces jeunes aujourd'hui, c'est la société civile de demain, quoi. C'est la société civile junior d'aujourd'hui, mais qui sera les adultes de demain.
Donc d'être à leur écoute et d'écouter leurs retours, leurs besoins, leurs problématiques, c'est important non seulement pour les jeunes, mais pour les espoirs du futur. Et puis ils ont une vision qui peut être différente de la nôtre, qui peut être complémentaire. Ils ont parfois des idées très novatrices que nous n'avions pas eues. Depuis le début du CESE des jeunes, plus de 500 élèves y ont participé et 70 projets ont vu le jour en principauté. Dernièrement, nous recevions sur notre antenne la présidente et cofondateur des rencontres philosophiques de Monaco. Charlotte Casiraghi était venue présenter la programmation de la saison à venir. Elle rassemble des thèmes qui touchent à notre quotidien. Mercredi soir, par exemple, c'est le désir d'enfant qui était évoqué pour la première fois au centre hospitalier Princesse Grace, un atelier animé par l'auteur Isabelle Alfandari. Ce soir, c'est la dispute qui était au cœur des échanges. Bonsoir Philippe Corcuff. Bonsoir. Vous êtes sociologue et philosophe politique et preniez part à ce rendez-vous des rencontres philo. Les conflits font partie de la vie, mais comment expliquer le fait que l'on se dispute ? On se dispute parce que, à la fois dans la vie de la cité, le commun, ce qui nous est commun est important, mais le commun n'existe que par rapport à la conflictualité qui va définir ce qui va être commun. Et donc on ne peut pas définir à l'avance, a priori, ce qui va être commun, mais c'est dans le processus, en tout cas dans une logique démocratique, de dispute, de division, de conflit, de débat, que peut émerger des éléments communs dans une cité. Est-ce que c'est affirmer son existence par rapport à l'autre ? Oui, affirmer l'existence par rapport à l'autre et aussi bien prendre en compte qu'on ne peut pas imposer d'un point de vue individuel ou d'un groupe la définition juste du commun, mais qu'il faut la confronter à l'agora pour que ce commun soit vraiment commun. Oui, parce qu'on place souvent son ego en avant quand on dit « je ne suis pas d'accord ». Oui, le problème de l'ego, on peut sans doute pas complètement l'éviter, mais il faut en fait risquer l'ego dans la confrontation et finalement retirer de la confrontation une forme plus grande d'humilité. C'est-à-dire que sans doute la meilleure dispute, c'est celle où on rentre avec un fort égocentrisme et qu'on en ressort avec une plus grande humilité. Il faudrait donc avoir une approche différente, savoir aussi se remettre en question ? Oui, parce que la dispute, si c'est simplement pour dire que l'adversaire ou l'ennemi a tort, elle n'a pas grand intérêt. Mais la dispute a un intérêt si tous les protagonistes se déplacent. Ils vont pas forcément arriver à un accord, parce que l'horizon de la cité, c'est pas nécessairement le consensus total. La conflictualité est structurante des démocraties, mais en même temps, chacun se déplace et donc doit essayer d'appréhender ses propres impensés, ses propres limites. Maxime Rovert, qui intervenait également à vos côtés, dit « Écouter, c'est chercher ce que l'autre dit de vrai ». Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez également ? Oui, tout à fait, parce que il s'agit de voir les points aveugles de son propre point de vue et de voir des graines de vérité qui peuvent exister même parmi les adversaires les plus importants sur le plan des idées, sur le plan de la politique, sur le plan de la morale, qui sont face à nous. Et est-ce que finalement, Philippe Corcuff, l'essor des réseaux sociaux n'a pas développé ce phénomène d'esprit de contradiction, d'opposition ? Le développement des réseaux sociaux, on a espéré qu'elle soit une forme plus démocratique d'échange et en fait elle joue beaucoup les exaspérations des identités opposées, des égos opposés et donc malheureusement la tendance dominante de tous les échanges sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, c'est plutôt une forme d'agressivité où celui qui énonce sa vérité ne se remet jamais en cause et simplement a besoin de voir que le mal est dans l'adversaire. Oui, est-ce que forcément la dispute est synonyme de souffrance ? Est-ce qu'il y a des disputes positives ? Il y a un grand sociologue, Georges Simmel, qui est un des fondateurs de la sociologie allemande à l'époque de Max Weber, qui va considérer, contrairement à tout le monde, que le conflit, contrairement à ce qu'on dit souvent des agrégateurs, le conflit est au fondement de la cité. Et donc, imaginer une société sans conflit, c'est imaginer en fait une société totalitaire. Donc oui, le conflit est positif,
même s'il peut apporter de la souffrance, c'est-à-dire que des petites souffrances, des petits bobos, c'est-à-dire que quand son point de vue est contredit, si peu à peu on se rend compte qu'on a eu tort, ça peut générer des petites souffrances individuelles, mais c'est pas très grave si finalement, disons, l'espace commun de la cité en bénéficie. Eh bien, merci beaucoup Philippe Corcuff de nous avoir éclairé sur ce thème de la dispute abordé lors des rencontres philosophiques de Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous. La dispute était également au cœur des conversations lors d'un atelier pour enfants, car le but des rencontres philosophiques de Monaco, c'est de rendre la philo accessible à tous, y compris auprès des plus jeunes. Âgés de 7 à 10 ans, ils ont pu eux aussi philosopher sur ce thème de la dispute. Plus d'explications au micro de Juliette Rappert sur des images de Lionel Bernardi. C'est un atelier de philosophie avec des enfants de 7 à 11 ans. L'objectif, c'est de les faire discuter philosophiquement entre eux sur le thème de la dispute. Alors ils s'installent en cercle, parce que lorsqu'on est en cercle, on se voit bien et on s'entend bien. Et un atelier de philosophie, c'est un atelier de pensée et de discussion. C'est une situation qui est plus propice pour s'exprimer. La dispute est un sujet que les enfants connaissent bien. Et donc, l'intérêt, c'est de leur faire comprendre d'abord ce que c'est que vraiment la dispute. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'une dispute? Quelle est la différence, par exemple, entre une dispute, une bagarre, une fâcherie, une discussion? Et puis, c'est aussi de les amener à prendre conscience des causes des disputes. Et enfin, à se demander si il faut absolument cesser toute dispute ou si certaines disputes sont légitimes. En atelier de philosophie, on discute entre enfants. Et moi, qui suis l'animatrice de cet atelier, je ne dis pas aux enfants quoi penser. J'accompagne leurs réflexions et leurs questionnements, notamment en leur posant des questions ou en reformulant leurs idées. Mais c'est une discussion entre enfants exclusivement. Début novembre, Monaco célébrera son jumelage avec Dolce Acqua en Italie, en prévision de ce moment symbolique, en témoignage des liens qui unissent la principauté et son voisin transalpin. Le musée d'anthropologie préhistorique est en train de créer une exposition temporaire au cœur du château de la commune italienne. L'exposition, un château en fête, sera accessible au public prochainement. L'heure est encore aux préparatifs, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage d'Émilie Flamin et Arnaud Humbert. Perché en haut du village, quelque chose se trame dans le château de Dolce Acqua. Des ouvriers en train de travailler, des archéologues avec leurs artefacts. Le château reprend vie tout doucement. Et puis, il y a ces oriflammes, certaines aux couleurs de Dolce Acqua et d'autres aux couleurs de Monaco. On est en plein préparatif, on est en train de mettre en place une très grande exposition qui aura lieu au château de Dolce Acqua, donc c'est un grand honneur, et qui fait écho en fait à l'événement du jumelage officiel entre Dolce Acqua et la principauté de Monaco. Un jumelage qui n'a pas été choisi au hasard puisque l'histoire qui relie la principauté et la commune italienne remonte à l'an 1300. On a souhaité en fait rendre hommage à cette union entre Monaco et Dolce Acqua et de traverser, on va dire, le temps. C'est diachronique, on va aller de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. On va parler des grandes découvertes qui ont lieu sur nos territoires, mais en même temps rappeler l'histoire qu'il y a eu entre les deux grandes familles des Grimaldi et Doria, les traditions, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui est spécifique, les fortifications, l'archéologie du bâti et les langues. Ce travail est le fruit de chercheurs qui sont allés fouiller dans l'histoire pour trouver chaque détail reliant les deux lieux. Pour la partie plus scénographique, nous avons choisi des livres de la même période de la Renaissance, où le bâtiment de ce château a été fait. Et donc, on a travaillé sur ces sujets. Voilà, celui que vous avez vu sont des images d'un livre de Re Militari, qui est proche de la Renaissance. Et donc, avoir une image que ce n'est pas seulement esthétique, mais bien ciblée au niveau chronologique. Au niveau de l'archéologie, voilà, sur les territoires, la Valnervia, ou les recherches sur Balsirossi pour l'Italie, ou dans le domaine de Monaco, voilà, toutes les recherches qui sont faites, les fouillages, donc voilà. L'exposition est à visiter très prochainement et sera ouverte jusqu'en mars. Évadons-nous en musique à présent avec le concert Jeune Public donné en milieu de semaine à l'Auditorium Régnier 3. Il avait pour invité Daniel Pénac, venu lire sur scène en musique son conte Cabot Caboche, une création mondiale commandée notamment par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré revient pour vous sur ce rendez-vous poétique destiné aux enfants. On lui avait toujours dit qu'il fallait jamais laisser filer une odeur au réveil. Il était 10 fois plus concentré que d'habitude. Et c'est sans doute
pourquoi il n'entendit pas s'approcher la camionnette grise. Écrivain reconnu et apprécié, prix Renaudot, Daniel Pénac était le récitant de Cabocaboche, une création mondiale adaptée de son roman jeunesse éponyme, au programme du concert jeune public du 18 octobre. Quand les enfants écoutent une histoire, c'est pour partir en eux-mêmes, en suivant. Alors après, le fait d'arriver à les y emmener, je les connais depuis toujours, j'ai été prof pendant 30 ans. Je veux un chien. Voilà, j'ai une familiarité avec l'enfance et l'adolescence. C'est peut-être un secret de son talent de récitant. Daniel Pénac est un adepte de la lecture à voix haute qu'il pratiquait dans son enfance. La langue demeure la langue, et la langue, elle n'est pas silencieuse. Et c'est pas pour rien que Dickens lisait lui-même ses romans à voix haute, au théâtre, en permanence. Que Dostoïevski dictait ses romans. Il n'écrivait pas, il dictait ses romans à sa femme. Il y a quantité d'auteurs qui transitent toujours par la lecture à voix haute, en dépit des théories pédagogiques qui consistaient à dire « Ah non, 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 il faut lire silencieusement ». Il sera quotidiennement procédé au ramassage des 10 chiens par les services compétents de la municipalité, et si aucune réclamation de propriétaire n'est intervenue dans un délai de 3 jours, quick. La musique de Cabocaboche, composée par Carole Beffa, était dirigée par la chef Déborah Waldman. Parfois, c'était un maître, en effet, alors. Fallait voir les embrassades avec son chien retrouvé. La musique est moins sévère à écouter si elle a le support d'une histoire, et l'histoire est probablement plus complète grâce à la musique qui souligne les sentiments, les suspens, les petites attentes. Et voilà. Prochain concert jeune public le 17 janvier 2024 sur le thème d'une fête au cirque. En bref, la saison européenne de la Roca Team est lancée après 2 défaites de rang en Euroleague. Les Monégasques ont signé leur première victoire hier en dominant l'Étoile Rouge de Belgrade 82-76. Grâce notamment à un Mike James des grands jours, les joueurs de Sacha Obradovic ont su faire la différence en fin de rencontre. Ce match aura vu aussi les premiers pas de Kemba Walker en Euroleague sous le maillot monégasque. Il faudra désormais confirmer ce succès dès demain à Gaston Médecin avec la réception de l'Alba Berlin à 19h. Sachez également que le club organise un déplacement pour ses supporters pour venir encourager la Roca Team à Milan le 2 novembre. Plus d'informations sur le site officiel du club. La SMEG organise pendant 2 jours la rencontre nationale des entreprises locales de distribution d'énergie. Elle réunit les acteurs majeurs du secteur. La ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron, est venue sur scène rappeler l'objectif de la principauté d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et les moyens mis en œuvre. Un mot également sur la soirée de gala organisée par Monaco This is Power mercredi soir au Yacht Club de Monaco en présence du prince Albert II. Elle avait pour thème Swinging London. L'intégralité des bénéfices de la soirée a été reversée à cette association qui soutient les personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles autistiques. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo avec vous, Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric. On le disait en début de journal, un important épisode orageux est attendu demain. Effectivement, Émilie, Météo France a placé le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge au risque pluie-inondation à partir de ce soir minuit. Et jusqu'à demain midi, de fortes averses et de violents orages sont attendus vendredi matin avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. Il est conseillé de limiter vos déplacements. L'après-midi, le vent soufflera un peu moins fort, mais le risque orageux sera toujours élevé. Les températures seront comprises entre 17 et 19 degrés. Vendredi 20 octobre, ce sera la Sainte-Adeline. Prudence donc avec cette vigilance rouge au risque pluie-inondation. Merci Frédéric et merci à vous de votre fidélité. On referme ce journal avec une couleur, le rose. Le 19 octobre correspond à la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Nous nous y associons ce soir avec les photos de fin de JT. Tout de suite, la suite de nos programmes. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.